préscolaire, primaire, ça dépend. Bon, pour nous, c'est primaire. On n'a pas encore préscolaire. Ok, mais on veut parler d'inclusion. Comment ils sont formés, vos enseignants? Est-ce que c'est à l'ESIS? Est-ce que c'est à l'Institut des aveugles, appelé INIPA, et qui les forme? Bon, et normalement, on avait comment on appelle, un partenariat avec Société Sans Barrières. La Société Sans Barrières qui est financée par IDM. Donc, ce sont eux qui formaient nos enseignants. Et aujourd'hui, nous-mêmes, on a pris le relais. Donc, ils sont formés directement par ESI. Avec nos maigres moyens, on paye ESI et puis on forme nos enseignants. Aujourd'hui, vous êtes satisfait? Est-ce que ça va en termes de réaction des élèves? Est-ce que les résultats sont bons? Oui, les résultats sont bons parce que nos élèves, bien sûr, ils ont toujours fait 100%. Quand même, ils passent les examens avec ils font toujours 100%. Donc, le résultat pour l'ensemble des enfants, on est toujours dans 95%, 93%, admis au CP. Donc, nous, on pense que c'est beaucoup satisfait ça. Ok, ben, on voulait juste avoir le fonctionnement de l'école inclusive. Vous nous avez un peu expliqué comment cela se passe. Vos ambitions, vos perspectives pour les prochaines années, pour cette nouvelle rentrée scolaire, qu'est-ce que vous prévoyez? On prévoit les mêmes cours contenus sur le plan national. Seulement, bon, souvent, on a des difficultés des bancs, des tables bancs et les matériels didactiques spécialisés. C'est-à-dire des livres, des livres, des sous, des tablettes, des poinçons. Donc, ces choses-là, ça coûte tellement cher qu'on a souvent des difficultés que les enfants, et tous ne sont pas des livres, des signes de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, ce qui est notre préoccupation. Vous souhaitez avoir du matériel en plus, c'est ça? Oui, avoir des matériels, avoir des matériels avec des femmes. C'est vraiment bien. Ok. Merci, monsieur Déa Démoncy. On vous souhaite une agréable matinée et puis on fera un tour à l'école pour voir comment tout ça fonctionne. Portez-vous bien. Bonne journée. Merci beaucoup. Bon, merci pour cette interview qui va booster un peu notre école. Merci beaucoup. Ok, on vous en prie. Alors, c'est pas vraiment une transition, mais on va revenir un peu sur ces difficultés-là et puis poser les questions à nos deux invités, Mme Alongba Amédé et puis Mme Akoun Mélène, en termes de difficultés justement. Lorsque vous recevez ces enfants, comment vous arrivez souvent à détecter certaines déficiences psychologiques, physiques, certaines limites même de l'expression de l'enfant? Partagez-nous cette expérience, Mme Akoun. Oui, on observe beaucoup les enfants. Et parce que quand je regarde les enfants qui sont appelés normalement normaux, quand ils sont malades, par exemple, quand on parle de ceux qui ont des difficultés, je prends un cas comme ça. Il y avait un de mes élèves, lui, lorsqu'on l'acclamait, il se bouchait carrément les oreilles. Et j'ai commencé à remarquer ça. Je me dis, mais attends, c'est que cet enfant, il doit avoir un problème. Et j'ai appelé ses parents après. Ils m'ont dit effectivement que l'enfant ne supportait pas du bruit. Or, un enfant normal, c'est le bruit qui le fait. Donc je me dis qu'on doit faire la différence entre voir comment un enfant qui est normal, comme on appelle normal, se comporte. Et quand nous voyons qu'il y a un petit déficit de l'autre côté, on doit chercher à comprendre et à voir comment faire pour aider l'enfant. Donc du coup, nous appelons soit les parents, faisons appel aussi à la directrice pour leur dire que cet enfant doit avoir un problème et si possible, voir un médecin pour l'aider. Donc c'est l'observation. Nous observons beaucoup. Au quotidien, la psychologie des enfants, justement, la psychologie. Comment vous fonctionnez? Vous avez une formation pour ça, c'est vrai, mais comment vous avez détecté comme ça, Mme Alongba? Merci, comme vous venez de dire, effectivement, dans notre formation, nous avons fait la psychologie de l'enfant. Donc, nous savons les enfants, comment ils doivent se comporter, les enfants de 3 à 5 ans. Donc, ce qui fait que lorsque nous sommes dans cette période, dans les 2 semaines d'observation avant que nous commençons, nous arrivons à détecter au niveau de chaque enfant quels sont les handicaps, quelles sont les spécificités et comment est-ce qu'on doit y remédier. Et voilà comment on travaille.
lorsque dans nous votre sommes cas sûrs d'espèce, dans une classe et que nous allons prendre le temps d'observer les enfants, tous les enfants. Parce que chez nous, un enfant est un seul cas. C'est-à-dire que l'enfant, on ne le prend pas de façon globale. On prend les enfants de façon individuelle. C'est-à-dire qu'on tient compte de chacun de nos enfants qui sont dans la classe. Ce qui fait que chaque enfant, on sait comment est-ce qu'il peut, il peut répondre à nos activités, comment est-ce que l'autre peut le faire, et c'est ensuite qu'on les prend de façon globale. Et ce que nous faisons qui fait que nous arrivons à détecter, c'est que nous mettons les enfants dans des petits groupes. Et dans les petits groupes, nous pouvons savoir qu'est-ce que cet enfant-là peut assimiler, qu'est-ce que l'autre ne peut pas assimiler. Alors, en termes de partage d'expérience, je vous arrête pas, madame, mais en termes de sociabilité, nous déjà, dans nos quartiers, dans nos maisons, on a nos enfants, neveux, nièces, on dit que celui-là est récalcitrant, celui-là est bandit, à peine 2-3 enfants, c'est un vrai casse-tête. Alors, vous, dans ces groupes-là, vous avez souvent 20-30 enfants. Quand il y a des comportements différents, comment vous les gérez? Quand il y a des comportements différents, nous appelons l'enfant d'abord. Parce que c'est avec l'enfant que nous travaillons. Nous pouvons appeler l'enfant et avec l'enfant, on va parler. Donc, on va l'écouter. On va parler. Et quand le retour de l'enfant nous permet de pouvoir remédier à la situation dans laquelle il se trouve. Et dans une classe, comme je le disais tantôt, même si vous avez 60 élèves, dans les 60 élèves, vous faites des petits groupes qu'on gère. Donc, dans ces petits groupes-là, on arrive à détecter l'enfant qui est turbulent, si on veut le dire, comme ça. L'enfant qui est turbulent, vous savez ce qu'on va faire? On le met comme le chef du groupe. Voilà, on le met comme le chef du groupe. Vous savez, quand c'est comme ça, il se sent responsable. C'est l'apprentissage de leadership déjà. Oui, l'apprentissage de leadership déjà. Parce que même dans ce que nous faisons, on a un tableau de responsabilité où chaque enfant fait quelque chose, fait une tâche. Donc, ce qui fait que quand ce dernier-là, on le met comme chef de son groupe, il va amener les autres. Il commence à être un leader. Il va amener les autres à faire ce qu'on doit faire. Souvent, à quel âge là? Souvent à 3 ans. Nous commençons à 3 ans. C'est que la petite section. De la petite section, moyenne section, grande section. Alors, madame Akoun a parlé de détection justement d'un enfant qui n'aimait pas le bruit et tout. Vous, dans votre expérience, est-ce que vous avez eu ce genre de cas? Certains, on a découvert des cas d'autisme quelques temps après et tout. Est-ce que vous avez eu des cas pareils? Oui, moi, dans mon expérience, je me suis retrouvé avec un enfant qui ne parlait pas. Ce n'est pas parce qu'il était mieux, mais qui ne parlait pas. Et que tout ce qu'on fait, il est là, il regarde, il observe, mais il ne dit jamais rien. Alors, quand on demande aux autres de dire quelque chose, c'est-à-dire qu'il le fait. Donc, quand je l'ai vu, j'ai dit, bon, ok, cet enfant-là, je vais l'amener au tableau pour écrire quelque chose. Mais je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il ne parlait pas, mais qu'il écoutait et qu'il assimilait tout ce qu'on lui disait. Et ce qui fait que quand tu as commencé à t'intéresser à ce genre d'enfant, il sent que tu lui demandes de l'amour, de l'affection. Donc, il commence à sortir de son autisme. Et ce qui fait qu'il commence à rentrer dans le processus dans lequel on veut le mettre pour qu'il puisse apprendre. Est-ce que vous détectez souvent des difficultés que certains enfants vivent en famille? Bien sûr. Allez-y, parlez-nous. Bien sûr. Par exemple, un enfant peut être dans une famille où il y a beaucoup de querelles. Où il connaît quelques violences Voilà, parents, enfants. Et lorsque il arrive, et que d'abord à l'accueil déjà. À l'accueil, quand tu commences à mettre tout le monde ensemble pour faire l'animation, tu vas voir que cet enfant-là va se recroqueviller. Il va se mettre à part.
Et c'est comme si ce que vous êtes en train de faire là, ça n'intéresse pas. Il est préoccupé par rapport à ce qu'il vit. Et qu'est-ce qu'on fait? L'approche, c'est l'écoute et c'est lorsqu'on parle avec lui. Lorsque tu vois cet enfant-là, tu vas lui demander, mais comment tu vas passer? Chaque fois qu'on dit, par exemple, non, on a une chanson qui dit, on dit, comment ça va bien, comment ça va bien. Mais quand tu dis comment ça va, lui, il répond pas. Parce que ça ne va pas. Ça va pas. Donc, pourquoi moi j'ai dit que ça va bien? Ça va bien. Je dis, comment toi tu ne réponds pas? Il dit, maîtresse, maîtresse, là, ça veut dire quoi? Mon bébé, on dit quoi? Alors, mon grand, dis-moi ce qui se passe bien. Qu'est-ce qu'il y a? Au départ, il va bouder, il va pas. Et puis après, quand il voit que tout ce que tu fais, tu l'amènes. Tu vas vers lui. Et il commence à te dire, maîtresse, attends, je te dis quelque chose. Mais tu me dis quoi? Puis il vient. Il ne va jamais parler devant tout le monde. Il va vouloir que tu tends l'oreille. Oui, c'est intime. Il va vouloir que tu tends l'oreille. Quand tu tends l'oreille, il va te dire, maîtresse, voilà. Ok, quand il a fini de te parler, tu lui fais un gros câlin. Pour qu'il puisse savoir que c'est pas comme ça partout. Dans le cas de figure, est-ce que vous arrivez à discuter avec les parents? Est-ce qu'ils acceptent de venir pour qu'on leur dise que le comportement à la maison a une incidence? Ok. Donc, quand on se rencontre, on ne va pas brusquement vers les parents. On peut convoquer les parents. Moi, quand j'étais à la maternelle Vitry, je me suis retrouvée dans une situation comme ça où c'était difficile. Le père même, il prenait de l'alcool. Donc, je l'ai convoqué. Et je lui ai dit, viens me voir. Et je lui ai demandé, comment tu vas, la journée, tout ça. Donc, il faut aller doucement avec les parents pour qu'ils puissent sortir de leur mutisme, pour qu'ils puissent te dire ce qui se passe. Donc, quand tu appelles, il faut toujours appeler les parents. Il faut toujours discuter avec les parents. En les accueillant, en leur demandant, il va savoir que, il ne va pas savoir que c'est son enfant qui t'a dit, mais il va dire, mais attends. Que vous arrivez à déceler ça, Voilà. peut-être aussi. Voilà. Et les parents, vous allez aussi aider les parents. Est-ce que vous arrivez à très souvent avoir accès aux parents? Est-ce qu'ils sont accessibles ou bien souvent difficiles à avoir? Oh, la plupart du temps, moi, là où j'ai exercé, c'était facile pour moi. C'était facile pour moi d'avoir les parents. Alors, oui. On peut dire que à la rentrée, on nous demande souvent, et c'est vraiment important, d'appeler les parents. D'appeler les parents, de faire une réunion avec ta classe pour que les parents viennent. Mais souvent, les parents, ils envoient leurs enfants. Ils disent aux enfants de venir. La plupart des parents, on peut dire 50% des parents viennent. Même souvent, effectivement, c'est les servantes qui viennent. Et c'est bien quoi, ils n'ont pas le temps. C'est le temps. On recherche pitance quotidienne finalement. Donc c'est un peu ce qu'on tente de travailler dessus pour que le parent se sente vraiment, s'intéresse à l'éducation de l'enfant. Vous avez un secret que je n'ai jamais su déceler, donc l'occasion aujourd'hui me permet de savoir c'est quoi votre secret lorsque on fait partir l'enfant en première section, petite section, puis toute l'école pleure le premier jour de rentrée. Hein, les mamans pleurent et tout, mais vous êtes en train de sourire, vous avez une certaine sérénité, vous demandez aux parents de partir, et pendant qu'on voit l'enfant pleurer, et on se rend compte qu'il pleure, mais il est là-bas. Oui. Comment vous arrivez à gérer ça, et puis comment l'enfant devient après votre ami et finit l'année scolaire? Je pense qu'on a eu la formation pour ça. La formation, on sait que c'est pas facile pour un parent qui envoie la première fois son enfant à l'école. Cette journée-là, c'est une journée on prépare. Parce qu'on sait que ça sera une journée où vraiment les enfants pour se séparer. C'est pas facile. Quelqu'un qui est à la maison, qui est toujours le papa, aujourd'hui voit papa partir, moi partir, mais dans quel environnement il vient? Donc toi, tu te dis que je dois créer cet environnement de sécurité et de confiance et d'amour pour que l'enfant puisse... Et tu peux le prendre, il pleure, oui, mais tu le prends, tu lui parles. Il y a différents enfants. Hein. Il y a un an là. Il y a quatre figures différentes. Quand tu leur parles,
il n'y a pas de problème, ils vont s'asseoir tranquillement. Je me rappelle que cette année, il y a une qui est venue comme ça, je lui ai dit, bon, viens. Je l'ai prise, je lui ai dit, je vais appeler maman, maman va venir. Quand je lui ai dit ça simplement, elle est partie. Parce qu'elle a cru en ce que je lui ai dit. Mais il y en a, hein, ils ont pleuré toute la journée. Mais on s'est dit que c'est comme ça. C'est normal qu'un enfant pleure. Donc nous-mêmes, on est déjà prêts physique et psychologiquement. Et on amène les enfants après, avec les chansons et autres. Il y en a même qui oublient même leur pleurs. Et après, tout le monde est dans la joie. Ça prend 2 jours, 3 jours, comme ça, les pleurs, ou bien finalement le premier jour déjà. Ça dépend des enfants. Il y en a qui, c'est juste à l'entrée, ils arrêtent de pleurer. Il y en a qui le font toute l'année en pleurant. Ah bon, hein? Oui, oui. J'ai vu un cas comme ça l'année passée. Cette année, quand il est revenu, il n'y a pas de pleurs. Et je m'en remets de lui, c'est l'année hier. Il y a de la promotion suivante, donc il est plus âgé, il est plus âgé. Et il y en a, ça peut faire un mois, ça dépend. Maintenant, c'est à nous maintenant de le rendre sociable pour que vraiment l'enfant puisse sentir sa place au milieu de ses amis. Et c'est ce qu'on fait. Tout au départ, qu'est-ce qu'ils apprennent en petite section, moyenne section, grande section, et puis quel est le sentiment lorsque vous voyez comment un poupon qui est arrivé il y a seulement 1 an arrive à devenir quelqu'un. Est-ce que je peux répondre sur la première question? Je veux dire que par rapport aux pleurs de l'enfant, lorsque l'enfant vient, parce qu'il y a le fait que l'enfant quitte la maison et que l'enfant vient dans un autre environnement qui est nouveau. Et dans cet environnement-là, c'est lorsque l'enseignant accueille l'enfant. C'est-à-dire que dès le portail, il y a toujours une enseignante qui est là, qui accueille l'enfant. C'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure, on dit aux parents, partez, on s'en occupe. Donc quand on accueille l'enfant, elle va mettre l'enfant à l'aise en le faisant asseoir quelque part. Là aussi, il y a une enseignante qui est là, qui va s'occuper de cet enfant-là, en lui montrant que c'est vrai qu'il a une autre maman dans un premier temps. C'est une autre maman qui est là. C'est après que cette maman va devenir l'enseignante. Donc cette maman-là va l'accueillir, va lui dire ça va, tu as bien mangé à la maison, comment ça s'est passé, et tout ça, t'es arrivé, bonne arrivée. Donc il va s'asseoir, il est étonné. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? D'ores et déjà, on peut connaître le nom de l'enfant. Et là, ça le surprend. Par exemple, lui, il ne sait pas comment toi t'as fait pour connaître son nom. Donc, ça le met en confiance. Oui, ça le met en confiance. Et puis, il est émerveillé. Et puis, il te regarde parce que tu attires son attention. Et il se dit que où je suis là, j'ai la protection. Où je suis là, je suis en sécurité. Où je suis là, il y a maman bis qui est là. Maintenant, quand il va, si jamais il continue de pleurer, comme elle a dit, il suffit de dire, je vais appeler maman, ne t'en fais pas, maman va venir, tu sais, dans 5 minutes. Oh. Mais ça dit 5 minutes, il peut aller vers le maman, maman, non, maman arrive. Donc, comme ça, au fur et à mesure, et on commence à lui dire que c'est vrai que maman n'est pas là, mais il y a maman qui est là. Mais ça dépend, c'est l'affection. Parce que l'enfant, il ressent. C'est l'affection que tu lui donnes. Tu lui procures de l'amour. Et ce qui fait qu'il s'assoit. Voici comment est-ce qu'on le fait un peu. Mais lorsque c'est un peu plus difficile, que l'enfant pleure, nous, au préscolaire, on a notre pareil. C'est pour le mettre au dos? Oui, effectivement. Est-ce qu'il met des couches? Oui, mais même s'il met des couches, donc déjà quand on vient faire l'inscription, quand les parents d'élèves viennent faire l'inscription, on demande aux parents d'élèves, voilà pourquoi le parent d'élève, c'est mieux qu'ils viennent faire l'inscription. Quand ils viennent faire l'inscription, on lui demande, est-ce que ton enfant porte des couches maintenant? Est-ce que l'enfant... Donc, tu as tout ça aussi. Oui, tu as une information sur chaque enfant. Bon, je lui dis parce que moi, j'étais directrice de l'école. Il y a certains. Voilà. Et puis maintenant, avec les enseignants, c'est qu'avant que tes parents viennent, tu as déjà briefé les enseignants avec lesquels tu es. Et puis maintenant, ils savent comment est-ce que c'est doit se terminer. Et quand ils viennent à chaque enfant, on sait ce qu'on doit lui dire. Parce que là, tu as déjà des informations sur lui. Avant de venir, quand on vient faire l'inscription, on donne les noms. Et puis, voilà, et tout ça.
Mais Dieu nous a dotés des facultés en tant qu'enseignants de ne pas oublier les noms de nos enfants. Là, vous êtes vraiment forte là-dessus. Alors, il paraît qu'il y a certains qui prennent le biberon Oui. et dès qu'ils arrivent en petite section, après 2-3 mois, on dit qu'il Il arrête de prendre parce que... Pourquoi il arrête finalement? Il arrête de prendre parce que, bon, il prend le biberon, peut-être qu'il est seul, peut-être qu'ils sont deux, peut-être qu'ils sont trois. S'ils sont trois qui prennent le biberon, au moment du goûter, puisqu'on annonce un moment de la journée, il y a le goûter qui est là. Au moment du goûter, au lieu que les autres sont en train de manger du pain, on lui donne son biberon. Il prend son biberon. Il voit que les autres sont en train de manger du pain ou bien d'autres choses. Et puis, il prend son goûter une première fois. Il aide autour de lui. On dit que je suis sûr qu'il y a deux personnes comme moi. Hein. Donc, vous lui donnez son biberon comme il le faut. Et quand il finit, il se dit, bon, comme après on passe au passage de la veille des mains, les enfants boivent de l'eau, le lendemain, ainsi de suite. Et il va voir qu'une semaine après, lui-même, il va aller dire à maman, c'est pas que quand personne ne lui parle passer, il va voir que les autres sont en train de manger autre chose que lui mange. Donc j'ai dit, on dirait que je ne vais pas être bébé. Il faut passer à autre chose finalement. Oui, je ne vais pas être bébé. Et puis passe à autre chose. Moi aussi. Et on dit à maman, je veux aussi un goûter. Ok. Alors on vous retrouve tout à l'heure. Merci, chère dame, Madame Anongba Amédée, secrétaire générale nationale des enseignants du préscolaire primaire, avec elle on va revenir tout à l'heure en 2 minutes pour nous parler justement de vos activités et puis avec Madame Makoun Mylène Josiane, nous parlons également d'un autre élément assez intéressant, mais il s'agira de savoir un peu comment prendre son enfant pour ne pas que l'enfant soit totalement transmis à l'école. Parce qu'il y a une vraie différence, l'école est le relais des parents, mais il y a certains qui estiment que c'est l'école qui doit faire l'éducation. On se retrouve dans quelques instants.